Bonjour Bertrand Picard. Bonjour. Tu étais notre chroniqueur correspondant de guerre climatique à Sharm el-Sheikh pendant cette quinzaine. Ça s'est terminé tard dans la nuit de samedi soir à dimanche matin avec quelques surprises. La COP 26 à Glasgow avait été fortement critiquée pour son manque d'ambition. Quel bilan tires-tu de la COP 27 qui s'est terminée effectivement sur un accord sur les pays pauvres, mais qui ne semble pas encore aujourd'hui, qui reste encore très flou? En fait, le bilan est très contrasté entre le secteur privé qui prend beaucoup d'initiatives, qui crée des coalitions, certains pays qui sont avant-gardistes dans leur lutte contre le changement climatique, et puis de l'autre côté, les négociations qui aboutissent sur des mesures extrêmement peu ambitieuses. Alors, c'est tout juste si on a réussi à garder le but de 1,5 degré de réchauffement maximal. Et ça, c'est probablement en partie grâce au G20 en Indonésie qui avait appuyé ça. Mais sinon, il y a des pays qui voulaient revenir en arrière sur 2 degrés, disant qu'1,5, ce n'était pas possible. On n'a pas fait de progrès par rapport au charbon, pas fait de progrès par rapport au pétrole et au gaz. Et on voit qu'on n'est pas du tout en ligne pour empêcher la catastrophe au stade actuel. Et l'accord final stipule que les pays qui ne sont pas en ligne doivent corriger leurs intentions, corriger leurs engagements. Mais c'est une incitation, ce n'est pas du tout un ordre contraignant. Par contre, c'est vrai qu'on parle de cette avancée historique, parce qu'il faut bien arriver à mettre un peu d'historique quelque part pour compenser la catastrophe du reste. Donc, il y a des gens qui disent que c'est absolument historique, qu'on ait enfin pris en compte les revendications des pays les plus vulnérables, dont les changements climatiques causés par les pays industrialisés provoquent des catastrophes naturelles. Donc, c'est vrai, là, c'est une question du payeur-pollueur, ou du pollueur-payeur plutôt. Et il y a un fonds qui a été déterminé, mais on ne dit pas encore comment on va l'utiliser, on ne dit pas encore combien il y aura dedans, alors qu'autrefois, c'était déjà décidé que ce serait 100 milliards de dollars par an. Mais ce qui a réussi à débloquer l'accord des Occidentaux, c'est quand même que ce fonds va être ciblé sur les pays vulnérables, en excluant notamment la Chine, parce que la Chine se considérait comme pays en voie de développement et devait recevoir également une partie de ces indemnités, alors qu'elle est la deuxième force économique du monde et gros pollueur. Donc, il y a eu un peu de ménage qui a été fait, tant mieux, mais on est très, très loin de ce qu'il faut pour empêcher la catastrophe. Alors, je vais laisser Fabrice Guizinski, qui est avec moi, poser aussi des questions, mais juste pour terminer sur ce point, est-ce que l'ombre de la crise géopolitique, que ce soit la guerre en Ukraine, mais également l'attitude assez protectionniste, nationaliste de la Chine aujourd'hui, le comportement des pays producteurs de pétrole aussi font pas que l'esprit des accords de Paris a complètement aujourd'hui volé en éclats? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui deux camps, un camp occidental qui tente effectivement d'avancer, mais qui ne s'en donne pas forcément les moyens partout, qui voudrait aider les pays pauvres, mais effectivement ne le fait pas de façon très précise, et puis un camp qui, en gros, a plus ou moins renoncé à lutter contre le réchauffement climatique? Alors, je pense que les pays européens se sont beaucoup repliés sur eux-mêmes à cause de la crise ukrainienne. Ça c'est indéniable. Et c'était assez difficile pour eux de pouvoir exiger des autres pays qu'ils baissent le charbon, le pétrole et le gaz, alors qu'eux-mêmes rouvrent en Occident, en Europe, des mines de charbon. Donc, c'est vrai que ça a complètement décrédibilisé les demandes. Maintenant, ce qu'on voit, c'est une revendication justifiée des plus démunis face aux nantis. Et ça se voit à toutes les échelles de la société. On le voit en France dans les revendications politiques, sociales. On le voit dans beaucoup de pays où il y a des révolutions sociales. Et puis on le voit à l'échelle mondiale où indéniablement les pays les plus démunis veulent se faire aider par les pays les plus riches. On a beaucoup trop de déséquilibres financiers dans ce monde. Il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre, que ce soit en Europe ou que ce soit des pays eux-mêmes. Et il y a
une vraie revendication. Il y a de plus en plus maintenant de gens qui considèrent que c'est inacceptable et à raison de vivre en dessous du minimal vital, en dessous des seuils de santé, d'éducation, etc. Et autour de la lutte contre les changements climatiques se cristallise aussi cette revendication sociale des pays pauvres vis-à-vis des pays riches. Pour terminer sur la COP, l'an dernier, vous disiez à l'issue de la COP 26 de Glasgow qu'au-delà des COP, il y avait que les COP en fait n'étaient que les versions émergées de la lutte contre le réchauffement climatique et qu'en coulisses, il y avait eu des avancées. Est-ce qu'à Sharm el-Sheikh, il y a eu de telles avancées entre les acteurs privés, des municipalités, des territoires? Est-ce que ça a été le cas également? Alors oui, ce qui manque, c'est les consensus finaux avec un accord signé par tous, et ça, c'est toujours le moins ambitieux qui gagne, puisqu'il faut une unanimité. Mais par contre, au niveau des coalitions, ça avance. La coalition contre le méthane avait été créée à Glasgow l'année passée, et cette année, j'ai participé à la réunion des 50 ministres des pays qui avaient signé cette coalition, et c'était une rencontre destinée à contrôler ce que chacun avait fait, quels étaient les engagements, quels étaient les résultats obtenus dans la lutte contre le méthane. Donc il y a des choses qui avancent au niveau de la finance également, au niveau des entreprises privées, au niveau des solutions techniques. Tout ça avance. C'est pour ça que ça me frustre beaucoup de voir que les négociations politiques sont si peu ambitieuses alors qu'il y a autant de solutions qui existent et autant d'engagements prêts à être fructifiés au niveau du secteur privé. Vous avez évoqué la crise en Ukraine. Est-ce que justement cette crise énergétique provoquée par la guerre et le retour en force du charbon et du gaz en Europe porte-t-il un coup dur à la transition ou au contraire va-t-il l'accélérer? Mais il porte un coup dur à la transition parce que la plupart des gens ne comprennent pas que la réponse devrait être la même pour les deux situations. La crise climatique et la guerre en Ukraine nécessitent toutes les deux qu'on diminue la part des énergies fossiles pour la remplacer par des énergies renouvelables et puis qu'on augmente tous les systèmes qui permettent d'être plus efficients sur le plan énergie, ressources, alimentation, déchets, etc. C'est la même réponse, mais dans l'esprit des gens, c'est dissocié. Dans l'esprit des gens, c'est la crise ukrainienne, elle va nous donner froid cet hiver ou l'hiver prochain, et puis le climat, ça coûte cher. Donc, les deux problèmes s'ajoutent, alors que les deux problèmes devraient se soustraire. Peut-être vous avez évoqué la finance, Bertrand. J'étais récemment au vœu d'une très grande banque française, dont le président, je peux la citer, c'est Jean-Laurent Bonnafé, la BNP Paribas. BNP Paribas disait néanmoins, la finance joue le jeu, même s'ils sont très critiqués par un certain nombre d'ONG. Il essayait de répondre, il disait le charbon, ça sera fini en 2030. On est simplement dans un moment, à cause de la guerre, qui fait que ça revient, mais ça sera fini. Nous, on ne financera plus, en tout cas, tout ce qui est sale. Ils l'ont dit à tous leurs clients. Et sur le pétrole, il a pris un engagement qui est lié évidemment à l'électrification du parc automobile, en disant que, compte tenu des engagements pris par l'Europe, on pouvait viser 2037, disait-il, en tout cas la fin de la prochaine décennie. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que le rôle de la finance est en train de changer sous la pression justement de la société civile? Alors, je pense qu'effectivement, les dates sont justes en ce qui concerne l'arrêt du financement des énergies sales par BNP Paribas et par d'autres banques qui sont pionnières dans le domaine. Maintenant, je ne sais pas ce que vont faire les banques chinoises ou les banques émiraties. Donc, à ce niveau-là, j'ai un peu l'impression qu'il y a des parties du monde. Il y a deux poids, deux mesures, c'est ça. Il y a l'Occident et puis il y a les autres. Je pense que l'Occident, au niveau secteur privé, va effectivement plus vite. Vous savez, quand on voit la différence entre le charbon et le gaz et le pétrole, c'est intéressant parce qu'à Glasgow, il y avait eu un texte disant qu'il fallait viser la diminution progressive du charbon. Et cette année, l'Inde a demandé de rajouter du charbon, du gaz et du pétrole. Pourquoi les Indiens ont fait ça? Parce qu'eux se sentent prétérités parce qu'ils utilisent beaucoup de charbon
alors que l'Occident utilise plutôt du gaz et du pétrole. Eh bien, l'Occident a refusé qu'on mette le gaz et le pétrole dans les buts de diminution progressive. C'est quand même ahurissant. Donc, je pense qu'il y aura toujours beaucoup trop de gens qui voudront utiliser le gaz, le pétrole et le charbon, mais ce seront effectivement probablement plus les banques européennes ou américaines qui les financeront, parce que je pense que les banques occidentales sont loyales à la cause climatique, mais c'est vrai qu'elles ne peuvent pas tout faire tout de suite, mais elles ont ce but de se désengager des énergies polluantes. Vous étiez, Bertrand, jusqu'ici très prudent sur l'utilisation du nucléaire pour réussir la transition. Or, la crise actuelle montre les effets pervers de ce renoncement au nucléaire, hein, puisqu'il entraîne aujourd'hui, on le voit en Allemagne notamment, une augmentation de l'électricité issue du charbon ou du gaz. Greta Thunberg a changé d'avis sur le sujet et n'appelle plus à l'arrêt de l'atome. Quelle est votre position aujourd'hui? Je dois dire que le nucléaire reprend une place qu'il n'avait plus. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est aberrant aujourd'hui de démonter des centrales nucléaires si elles fonctionnent et si elles sont sûres. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est le prix que ça coûte. Aujourd'hui, le renouvelable coûte moins cher que le nucléaire. Même le renouvelable avec le stockage compris à l'intérieur de ce renouvelable. Donc, il faut vraiment être prudent quand on veut rouvrir ou reconstruire maintenant de nouvelles centrales nucléaires, parce qu'on va se trouver à un prix de l'électricité beaucoup plus haut qu'avec du renouvelable. Et aujourd'hui, j'ai vu des choses extraordinaires qui se préparent. Quand on parle de l'intermittence du renouvelable et on dit on ne pourra pas le stocker, etc. Mais en fait, la tendance maintenant, c'est de faire un très, très grand réseau sur plusieurs fuseaux horaires avec des renouvelables différents et des câbles qui transportent cette électricité au courant continu à très haut voltage. On perd presque rien. On perd 1% par 1000 km, ce qui est insignifiant. Eh bien, il y a un projet maintenant qui doit pouvoir donner 8% de l'électricité britannique en étant produite au Maroc et en passant par un câble sous-marin le long des côtes espagnoles et portugaises. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce courant est livré ou sera livré d'après les contrats en Angleterre pour beaucoup moins cher que le nucléaire. Donc, où est-ce qu'il faut investir? Je pense qu'il faut être très prudent quand on veut faire davantage des vieilles choses plutôt qu'essayer de faire des nouvelles choses. On voit un sujet un peu géopolitique, on voit que la mondialisation est entrée dans une nouvelle phase et que les pays occidentaux cherchent à réindustrialiser dans leur pays des productions qu'ils avaient délocalisées et recréent également un secteur minier pour disposer des métaux rares nécessaires à la transition. Or, on voit que de telles initiatives se heurtent parfois à l'hostilité des écologistes. Est-ce que l'écologie radicale peut entraver ce processus de rapprochement de la production des centres de consommation qui permet de baisser évidemment les émissions de CO2? Je crois que vous répondez avec la question. Dès qu'on est radical, on échoue à atteindre un but consensuel et un but qui est bon pour l'ensemble. Qu'on soit radical écologique, radical de gauche, radical de droite, ce qu'il faut, ce n'est pas du radicalisme ou de la radicalité. Ce qu'il faut, c'est du réalisme. Le réalisme, c'est quand on atteint un but indépendamment de sa propre idéologie. Il y a partout quelque chose de bon et il faut prendre ce qu'il y a de bon partout. Et il n'y a aucune raison, quand on est écologiste et qu'on veut protéger l'environnement, de rejeter tout ce qui permet, sur le plan énergétique, sur le plan stockage, sur le plan des minéraux, etc., de bloquer tous les progrès. En fait, on arrive à l'opposé de ce que veut l'écologie en étant trop radical. On atteint un rejet de la part des autres. On fait peur, on effraie. Et aujourd'hui, l'écologie devrait justement fédérer et réunir plutôt qu'effrayer et rejeter. Peut-être pour poursuivre sur cette question-là, on voit beaucoup de mouvements avec des jeunes qui bloquent des périphériques ou des autoroutes, avec des jeunes qui s'accrochent à des tableaux très connus dans des musées.
est-ce que ce mouvement traduit évidemment ce qu'on appelle l'éco-anxiété et peut être, selon vous, efficace pour changer un peu les mentalités aujourd'hui de ceux qui ne veulent pas changer? Parce que la difficulté, c'est l'acceptabilité de changement massif. C'est-à-dire, si on veut réussir la transition, il va falloir organiser une bascule beaucoup plus rapide des choses. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça reste un peu au milieu du gué. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un rôle à jouer, que ces mouvements jouent un rôle d'éveilleur de conscience, ou au contraire, qu'ils sont contre-productifs et qu'ils ne résolvent en rien la question réelle qu'ils posent? Alors, c'est le thème d'une des chroniques que j'ai écrites pour la Tribune sur l'éco-anxiété. Non, pardon, c'est pas sur l'éco-anxiété. La pathologie, c'est l'inaction, pas l'anxiété. Non, c'est pas cette tribune-là. Non, non, je reprends, c'est la tribune que j'ai écrite Ah oui. Sur l'éco-violence ou l'éco-résistance. Oui. Et ça m'interroge beaucoup, cette question, parce que, en fait, les terroristes et les résistants sont toujours définis en fonction de leur camp et en fonction de l'époque. Il ne faut pas oublier que les résistants les plus valeureux en France pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient considérés comme des terroristes par les Allemands. Et aujourd'hui, on va voir comment on jugera les éco-violents, parce que c'est vrai que c'est révoltant de voir qu'il ne se passe rien. Quand on est profondément attaché à l'écologie et qu'on voit des gens qui polluent outrageusement par pur égoïsme, on a de quoi être révolté. On a de quoi commencer à s'agiter beaucoup. Et il y a des gens qui s'agitent au point d'aller effectivement devenir violents. Alors, moi, je ne peux pas soutenir la violence, mais il y a des moments où on peut la comprendre. Alors maintenant, sur quoi est-ce qu'elle va être axée, cette violence? Si c'est axé sur des tableaux qui n'ont absolument rien à voir avec les changements climatiques, je pense que c'est des réactions immatures. Mais si maintenant c'est axé directement sur des choses hyper polluantes, à ce moment-là, on peut se demander si ce n'est pas effectivement un acte assez héroïque quand on va s'opposer au transfert. Vous savez, autrefois, il y avait des écologistes qui s'opposaient au transfert des déchets radioactifs, qui bloquaient les trains, etc. Ils attaquaient directement la cause qu'ils voulaient défendre. Si on dégonfle les pneus des SUV polluants en ville quand il n'y a pas de neige et qu'il n'y a pas de montagne, on s'attaque directement à la cause qu'on veut défendre. Donc, c'est différent que si on va jeter de la soupe de tomates sur des tableaux qui n'ont rien à voir avec notre cause. Donc, il faut bien regarder. Moi, je ne soutiens pas la violence, mais il y a un moment où, voyant qu'il ne se passe rien, je comprends qu'il y en a qui deviennent violents. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne, l'Europe, qui a pris des réglementations, notamment la fin du thermique en 2035, par exemple, devrait prendre des réglementations un peu plus dures aussi sur la question, par exemple, du poids des véhicules électriques? Vous parliez des SUV. Si c'est pour avoir des véhicules électriques dont on sait que les batteries sont quand même difficiles à recycler et qui vont être hyper lourds, hyper puissants, et donc finalement, est-ce qu'on ne va pas reconstruire d'une certaine façon dans le monde de l'électrique les contradictions que l'on voit aujourd'hui dans le monde du thermique? Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné mettre des limites de poids, ou en tout cas taxer très fortement ceux qui veulent ne rien changer en fait à leurs habitudes? Bon, taxer très fortement ceux qui ont de quoi acheter des grosses voitures lourdes, polluantes et chères, ont de quoi payer les taxes. Donc, ce n'est pas vraiment utile. C'est de nouveau les gens les plus démunis qui souffriront le plus. Non, moi je pense qu'il faut mettre des limites de poids. C'est aberrant aujourd'hui d'avoir des voitures très lourdes, même électriques, extrêmement puissantes, alors que la vitesse est limitée à 130 sur les autoroutes. À quoi ça sert de pouvoir rouler à 200 à l'heure? Donc, je pense qu'il faudrait, mais ce n'est pas du tout facile pour le législateur de mettre une limite de poids. Parce que là, il intervient directement au niveau des gammes de production, et je pense que les constructeurs vont s'y opposer très fermement. Mais maintenant, le courage politique, ce serait peut-être de l'imposer massivement, effectivement. C'est vrai qu'on ne peut plus accepter que autant de choses soient mises sur le marché et soient polluantes. Mais il n'y a pas que les grosses voitures, hein.
il y a plein de gadgets, il y a plein de choses ridicules. Il y a des chauffages toujours polluants, il y a toujours des ampoules à incandescence qui se vendent dans des pays d'Europe au lieu des LED. Donc, c'est vrai qu'il faut aller beaucoup plus vite, mais je tiens quand même à souligner que le Parlement européen et la Commission européenne sont beaucoup plus ambitieuses dans leur législation que les pays pris individuellement. Et là, il faut vraiment leur tirer notre chapeau. Oui, c'est un peu la question des lieux de production et des lieux de consommation. Il existe un débat en Europe sur l'hydrogène entre les tenants de la production locale, c'est un peu la position française, et ceux qui préféraient au contraire développer un commerce international de l'hydrogène en important l'hydrogène. Quel est votre point de vue sur ce sujet? La position allemande contre la position française, pour faire court. On a commencé par faire cette idée de Desertec, où on ferait produire de l'hydrogène au Maghreb pour transporter cet hydrogène l'hydrogène en Europe, ou alors directement l'électricité en Europe. Et on voit qu'il y a une autre tendance qui est en train de se dessiner maintenant. C'est la tendance où les pays du Sud demandent aux pays du Nord, au lieu de faire monter l'hydrogène de chez eux, de faire descendre l'industrie chez eux, c'est-à-dire de mettre l'industrie plus près de là où l'hydrogène est produit. Et comme on voit qu'il faut de l'hydrogène, par exemple, pour décarboner les aciéries et les productions d'engrais, les pays du Sud demandent maintenant que les industries d'engrais et les aciéries soient délocalisées chez eux. Donc, c'est pas aussi facile que ce qu'on croit. Mais moi, je pense que ce qui est intéressant avec l'hydrogène, c'est quand même de la fabriquer chez soi plutôt que de la transporter. La prochaine COP se tiendra, donc la COP 28 se tiendra l'an prochain à Dubaï. Est-ce que, alors on ne sait pas quelles vont être les suites évidemment géopolitiques dans un monde qui est devenu extrêmement instable, mais est-ce que vous pensez que ce choix particulier des pays du Golfe, d'une certaine façon, on a eu une COP africaine là, qui a agi un peu en faveur des pays pauvres, est-ce que cette question finalement de la sortie des énergies carbonées pourrait prendre plus de lumière si elle se déroule à Dubaï l'an prochain? Vous savez, les Émirats de la démesure, et j'ajoute le contexte de la Coupe du monde de football au Qatar cette année qui suscite quand même certaines polémiques au-delà des conditions de son attribution, mais sur le choix d'un lieu qui n'est pas forcément fait. Du coup, c'est la première fois qu'on fait une Coupe du monde en hiver. Alors, première chose, Dubaï ne produit pas de pétrole. Ils n'ont ni pétrole ni gaz. D'autres pays des Émirats en ont, comme Abu Dhabi. Et c'est vrai que ça va être essentiellement une COP des Émirats. Mais ce n'est pas Dubaï qui va forcément pousser le pétrole. Maintenant, moi, je connais bien les gens des Émirats. Ils ont absolument besoin d'un succès à cette COP. Ils ne peuvent pas se contenter d'avoir le même type de résultat qu'à Glasgow et à Sharm el-Sheikh. Et j'ai l'impression que les Occidentaux, de toute façon, ne vont pas lâcher les choses parce que ça se passe dans les Émirats. Ils ne vont pas accepter davantage de pétrole dans le futur parce que la COP est à Dubaï. Donc, c'est possible que les négociations soient assez dures, mais que les Émirats s'arrangent pour qu'on avance quand même. Il ne faut pas oublier que Abu Dhabi est un pays un des Émirats, qui gagne plus aujourd'hui avec ses placements financiers à l'étranger qu'avec l'exportation de son pétrole. C'est aussi pour ça qu'on avait décollé avec Solar Impulse depuis Abu Dhabi, parce qu'ils ont Masdar, qui est cette société qui veut créer une ville décarbonée, qui investit beaucoup dans le renouvelable. Donc, c'est pas un bloc monolithique en faveur du pétrole à Abu Dhabi, ni à Dubaï. Je crois que la question n'était pas tant sur le pétrole que sur le mode de vie de Dubaï et sur l'exubérance un peu que Alors, l'exubérance de Dubaï, c'est sûr que c'est quelque chose de choquant. D'un autre côté, Dubaï se veut extrêmement tolérant sur le plan religieux, ethnique, etc., en disant que c'est une terre d'accueil pour toutes les religions. Et
Vous savez, Dubaï présente des excès et présente aussi un certain nombre d'avantages. C'est pour ça qu'il y a aussi tellement de gens qui ont choisi Dubaï pour la prochaine COP. Mais c'est clair que tant qu'on vit avec des bâtiments comme ça qui sortent de terre comme des champignons, qui sont mal isolés, qui sont trop refroidis, et puis qu'on a des grosses voitures 4x4 pour rouler juste en ville, c'est clair que c'est complètement aberrant. Maintenant, je ne sais pas si c'est la COP qui va faire changer ça, parce que ça existe aussi aux États-Unis, ça existe aussi dans beaucoup d'autres pays. Il va y avoir début décembre une COP 15 de la biodiversité. La biodiversité, donc, c'est au-delà du climat, la question plus globale de la nature. On sait que cette biodiversité, elle est menacée par notamment le réchauffement climatique aussi. Elle est plus difficile à appréhender par les entreprises qui nous demandent également de la prendre en compte parce que c'est moins quantifiable. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette COP 15 et plus globalement comme type d'action sur la biodiversité dans les industries les plus polluantes, je pense au textile par exemple? Alors, la chute de la biodiversité est un des résultats des changements climatiques, notamment. Donc, c'est vrai qu'en luttant contre les changements climatiques, en mettant en place des solutions, des énergies renouvelables, de l'efficience énergétique, de l'efficience dans l'agriculture, de l'efficience dans la production industrielle, etc., on va protéger la biodiversité, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas du tout. Ce qu'il faut pour la biodiversité, c'est beaucoup plus de législation, de réglementation. Ça ne sert à rien d'interdire la pêche illégale et la déforestation tant qu'on continue à en importer les produits de manière complètement légale. Vous avez le droit aujourd'hui d'acheter des poissons pêchés illégalement. Vous avez le droit d'acheter du soya ou de l'huile de palme qui est cultivée sur la déforestation brésilienne ou indonésienne. Donc, il y a une hypocrisie totale de notre côté. Et ce qu'il faut absolument faire, c'est légiférer de manière à ce que ces aberrations ne soient plus permises. Et à ce moment-là, vous verrez que la biodiversité pourra s'améliorer. Merci beaucoup, Bertrand. Je crois que vous devez malheureusement nous quitter. Merci d'avoir été le correspondant de la Tribune cette année encore, déjà l'an dernier à Glasgow, cette année encore à Sharm el-Sheikh. Et nous l'espérons bien, mais on en reparlera l'année prochaine pour la prochaine COP. Et vous pouvez retrouver et relire l'ensemble des chroniques de Bertrand Piccard dans la Tribune. Je crois également dans le journal suisse Le Temps, que nous saluons à cette occasion. Oui, je suis en train de terminer celle qui doit vous être envoyée ce soir pour demain matin. Eh bien, nous la publierons en même temps que cet entretien vidéo. Et je vous donne d'ailleurs rendez-vous, mais on en reparlera plus spécifiquement le 8 décembre à Paris, puisque vous viendrez participer à notre grande conférence sur les villes zéro carbone et vous nous parlerez plus de vos initiatives sur les villes et sur les innovations, ce que vous appelez la COP des villes. On en reparlera. Merci encore Bertrand Piccard de cette interview. Je vous en prie. Au revoir. À tout bientôt.